Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de cette conférence sur la société du loisir. Autour de cette question, avoir du temps libre rend-il heureux? Eh bien, effectivement, ce temps libre est devenu au XIXe siècle une revendication. Ce qu'on a vu, c'est que l'iconographie impressionniste peignait essentiellement des classes aisées dans le contexte d'une France en reconstruction après le désastre de la guerre franco-prussienne, puis de la Commune de Paris. Et effectivement, ce qu'on a vu aussi avec le tableau sur le Bomboc de Manet, c'est que certains aient du loisir, et bien d'autres travaillent. La question des travailleurs du loisir et des travailleurs du spectacle se pose réellement aujourd'hui avec le confinement et la décision de ne pas réouvrir les lieux culturels, comme ça aurait dû être fait à partir d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ce secteur qui permet que certains se distraient eh bien, est assuré par le travail d'autres personnes. Et quand on les prive de leur travail, de leurs revenus, eh bien, ça devient extrêmement complexe. Et on voit qu'un pays qui est privé de culture, de lieux de spectacle, de lieux de distraction, euh, pose un réel souci. Donc, ce sont des questions qui sont aussi tout à fait d'actualité. Donc, ce qu'on va voir dans cette troisième partie, c'est toute l'iconographie des néo-impressionnistes qui mettent en place une critique de la société du loisir. Donc les tableaux impressionnistes représentent des privilégiés, s'adressent à des privilégiés, et cette bourgeoisie qui détient les moyens de production se définit donc par son loisir. Excusez-moi. Et peut bénéficier euh, de ce loisir en dehors de son travail, puisqu'elle ne va pas exclusivement travailler. Elle possède les moyens de production, donc elle peut gérer son temps de travail, contrairement à l'ouvrier qui ne les possède pas et qui ne peut pas le gérer. Donc la classe dominante, au 19e, elle ne se définit pas par son oisiveté, mais par son travail, puis surtout par son loisir. Donc ça, c'est important. Donc, en face, on a toute une population ouvrière exponentielle, avec la ville qui se développe, de serveurs, de comédiens, de danseurs, d'acrobates, qui travaillent pour que d'autres se distraient. Le coût social et moral du loisir devient un motif iconographique fin de siècle, concomitamment à la naissance des syndicats et à la naissance, l'affirmation surtout des mouvements communistes et socialistes qui datent du milieu du 19e siècle. Alors, dans les travailleurs du loisir, les premiers, en fait, puisqu'on l'a déjà vu, on a ceux de la danse. Alors là, on a vu que le 19e, c'est le siècle de la dansomanie, donc c'est pas très. Enfin, comment dire, c'est pas très étonnant que de gars aussi peintres modernes se soient intéressés à la danse, qui est vraiment un sujet voilà, qui occupe toutes les classes sociales. La danse euh, qui permet aux jeunes filles de rentrer dans le grand monde est aussi un spectacle. Et ce spectacle, il est assuré, aujourd'hui, tout le monde connaît les petits rats de l'opéra, hein, donc voilà. Dans le chant, vous avez la maîtrise de Radio France aussi. Donc, où on va relier la pratique d'une activité physique à haut niveau et les études. C'est des filières qu'on appelle sport-études. Mais bon, au 19e, ça n'existe pas du tout. Et ce que Degas montre, c'est la danse, non pas vue depuis la salle de spectacle, mais vue depuis les coulisses. Pour proposer un spectacle de qualité, eh bien, il faut travailler. Et la petite danseuse de 14 ans que vous voyez là, eh bien, elle est fatiguée. Voilà, elle est fatiguée, elle a les jambes tendues, elle a les cheveux qui sont collés au front par la sueur. Donc c'est une vision qui est extrêmement réaliste de la danse et des travailleurs du loisir. Vous avez aussi une autre vision, d'une certaine manière, du Moulin Rouge. On a vu le travail de Boldeny. Donc Boldeny fait du Moulin Rouge un établissement champêtre, élégant, enfin champêtre, pardon, nocturne, élégant, mondain, très raffiné, à l'image du champagne, de ses bulles, c'est festif, c'est léger. Et puis, il y a Toulouse-Lautrec qui peint la Goulue. Donc la Goulue, elle dansait au Moulin Rouge. Et
Elle a quitté l'établissement pour monter sa propre baraque à la Foire du Trône. Elle a demandé à Toulouse-Lautrec de peindre ses danses et notamment le French Cancan. Donc vous avez une vision ici qui est beaucoup plus populaire de la danse, quelque chose de très fort, de très marqué socialement. Ce que vous voyez aussi derrière cette danse, différent de la danse classique à la Degas, c'est une danse aussi très libre où le corps se libère et où aussi le corps de la femme va se libérer du corset et pouvoir proposer des mouvements en fait, que la danse classique tout simplement ne permet pas, sur lesquels on reviendra. Mais le grand loisir social, à la fois dans sa pratique, dans ses représentations, mais aussi dans son public, c'est le cirque. Alors le cirque, c'est un loisir très ancien. Hein. Bon, vous voyez, voilà, Panem et Circensem, du pain et des jeux, voilà de quoi le peuple de Rome a besoin. Donc, quand les premiers grands projets d'urbanisation occidentaux, c'est la ville de Rome, sont apportés par la romanité. On crée des lieux qui sont des lieux de culture, des lieux d'hygiène, mais aussi bien sûr des lieux de loisirs avec les cirques qui tirent leur nom de leur forme circulaire. Donc, bon, ils sont, on va dire, un petit peu oubliés après la romanité, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils recommencent à faire un peu des spectacles de rue, des spectacles de cirque au XVIIIe siècle, au moment où les comédiens italiens reviennent et où la commedia dell'arte prend une place assez importante. Et on commence à faire des spectacles un petit peu à base de chevaux, avec des chevaux, des tours équestres. Après les grandes guerres napoléoniennes, on se retrouve avec en fait une masse de chevaux qui servaient à l'armée et qui sont complètement démobilisés parce que ils servent plus à rien, il n'y a plus de guerre. Donc ils vont être récupérés dans les cirques et le cirque va connaître un essor très important qui va aller de pair avec l'urbanisation et qui va devenir un loisir urbain et un loisir relativement populaire. Mais plus que populaire, c'est un loisir qui est mixte parce que contrairement à la salle de spectacle, donc voilà, vous avez la tradition des peintures de loisirs hein, avec les comédiens et Pierrot qui est considéré comme l'ancêtre du clown blanc, hein, donc qui deviendra une figure majeure du cirque. Et donc du coup, le cirque contrairement à la salle de théâtre où vous êtes derrière, enfin vous êtes derrière, vous êtes devant la scène, donc voilà, et vous voyez, vous avez une vue frontale, le cirque, vous avez une vue qui est circulaire. Donc il y a un côté un peu voyeur derrière le cirque, qui est, avouons-le, extrêmement fédérateur. Donc le cirque est un loisir qui est surtout un loisir populaire, mais qui est quand même mixte et qui va rassembler des publics voilà, assez divers. Donc, il va intéresser aussi beaucoup les artistes de tous bords et de tout mouvement. Donc, certains vont se spécialiser dans le cirque, des gens comme Joseph Favreau. Voilà, bon, c'est des petits tableaux qui sont conservés dans des collections particulières, beaucoup prestidigitation, cirque Medrano, qui est un des cirques les plus célèbres. Donc vous voyez voilà, deux clowns blancs, hein, donc, qu'on appelle des Augustes, le Pierrot et puis celui du cirque Medrano. Et surtout, alors Ferdinand Pelez. Ferdinand Pelez, c'est un peintre qui est dit naturaliste. Donc il va faire des tableaux réalistes, mais dans un style qui est très léché. Donc voilà, très officiel d'une certaine manière. Et avec le cirque, il parle d'un sujet qui est très important, qui est aussi le travail des enfants. Donc là, voilà, vous voyez, c'est pas le cirque des réjouissances, c'est le cirque des travailleurs. Les joueurs d'instruments, les clowns, les nains, et puis les enfants qui attendent en fait en gros de cacher derrière un rideau d'entrée en scène, ils sont tous fatigués. Il y a même un petit qui dort. Et ce tableau qui est très grand, qui est très impressionnant, qui est au Grand Palais, au Petit Palais, pardon, à Paris, et concomitant de l'apparition de Sans famille d'Hector Malot, qui traite aussi véritablement du travail des enfants, autour de la société du spectacle, puisque le jeune Rémi va être embauché d'abord par Vitalis, qui est un musicien ambulant, puis il va va se retrouver tout seul, monter ses propres spectacles dans la rue, rencontrer un compagnon de voyage, le petit Mattia, qui est un Italien,
Et ils vont, au gré de leur pérégrination, se retrouver embauchés dans un cirque en Angleterre. Et ils décrivent ainsi le travail. Aussitôt arrivés, nous nous mîmes à jouer. Cela dura jusqu'au soir. J'avais le bout des doigts douloureux comme s'ils étaient piqués par des milliers d'épines, et Mathia avait tant soufflé dans son cornet à piston qu'il ne pouvait plus respirer. Cependant, il fallait jouer toujours. Bob et ses camarades ne se lassaient point de faire leur tour. De notre côté, nous ne pouvions pas plus nous lasser qu'eux. Donc, oui, pour que certains se distraient. Eh bien, d'autres, y compris des enfants, vont travailler. Donc ces thématiques-là sera, et les néo-impressionnistes vont s'en emparer. Donc on travaillera plus avant leur philosophie politique, mais ce sont ce qu'on appelle des socialistes anarchistes. Donc en gros, ils proposent une rupture avec l'État actuel pour instaurer sur des bases neuves, hein, sur une table rase, une société nouvelle. Donc on va voir quelle société ils proposent et quel est son lien avec justement le temps du loisir. Mais en tout cas, cette thématique du cirque, qui comme on l'a vu est très très 19e, va être centrale dans les tableaux de Seurat, de Georges Seurat. Et normalement, le cirque, c'est quelque chose de circulaire, hein, on l'a bien vu, c'est ce qui faisait tout son attrait. Chez Seurat, il n'est plus circulaire, il est fixe, il est statique. Et par cette staticité sera induit une critique du public qui est extrêmement figée, contrairement au travailleur du spectacle qui, lui, sera mobile. Donc le public est traité, si vous voulez, d'une certaine manière comme un masque, comme une caricature. Et c'est bien évidemment derrière, vous avez une critique sociale d'un public qui est exclusivement bourgeois et une dichotomie entre la salle et la scène hein, qui se voit dans ces tableaux. Donc, les néo-impressionnistes, par les thématiques qu'ils traitent, proposent une vision spécifique de la société du loisir, du bonheur et bien sûr du mythe de l'âge d'or. Donc l'âge d'or, on en a parlé, hein, on en parlait régulièrement. C'est un temps béni, heureux, qui se situe dans le passé, aux origines de l'homme, qu'on peut relier, enfin que les philosophes du XVIIIe, dont Rousseau, relient d'une certaine façon à l'état de nature. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'homme s'est socialisé. Il a été dénaturé ou il a voulu toujours plus. Et donc, cet appât du gain, cet appât de la richesse, cette volonté de transgression ou de connaissance, appelez-la comme vous voulez, a fait que l'homme a perdu son statut privilégié et a dû travailler pour gagner son argent et assurer sa subsistance. Donc, mais pour les néo-impressionnistes, eux, ils ne sont pas du tout d'accord avec cette lecture. Ils pensent que l'âge d'or, dans le passé, il n'a jamais existé, parce qu'il y a toujours eu des exploiteurs et des exploités, des riches et des pauvres, des patrons et des ouvriers. Ça, c'est des choses qui n'ont jamais changé. Et que l'âge d'or, eh bien, il pourrait bien se situer ailleurs, hein, pas forcément dans le passé. Donc, pour Pissarro, l'âge d'or, c'est la nature, mais pas la nature urbaines créées par l'homme, comme les jardins publics ou les promenades hein, qu'on a vues dépeintes par les impressionnistes, mais bien la campagne. Une campagne dont l'homme euh, peut tirer sa subsistance et dont le travail lui sert à assurer son autonomie. Donc là, Pissarro a mis en place une sorte de communauté autogérée. C'est à peu près l'équivalence qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Il s'est installé, il a quitté Paris et il s'est installé à Éragny-sur-Epte, près de Pontoise. Donc vous voyez donc, et bon, c'était pas un truc loin de tout, hein, donc Éragny a toujours eu une gare. Donc je vous montre la gare d'Éragny sur une ancienne carte postale voilà, qui date fin 19e ou début 20e, je ne sais plus bien. Et puis les lignes actuelles qui partent de Saint-Lazare et de Paris-Gare du Nord et qui permettent de rejoindre à la fois Pontoise et Éragny. Donc c'est à la fois loin de tout,
Mais en même temps, ça permet à Pissarro de garder contact avec Paris et d'aller vendre ses toiles. Donc voilà, on va pas se leurrer. Mais bon, en tout cas, à Éragny, c'est l'idée qu'on n'est pas en banlieue. On n'est plus en Île-de-France pour Pissarro. On est à la campagne. Et cette campagne, elle peut eh bien, s'autogérer, puisque on n'est pas dans les marchés impressionnistes où la campagne vend sa nourriture à la ville et en tire de l'argent qui lui permet de racheter des semences et de payer sa maison, etc., etc., etc. On n'est vraiment pas là-dedans. On est dans une campagne qui est autonome grâce au travail des champs. Donc cette campagne est pour Pissarro le lieu moderne de l'âge d'or, de l'idylle, de l'autosubsistance, puisque le travail, au lieu d'aliéner l'homme, a quelque chose qui ne lui sert à rien, eh bien, le libère et lui permet effectivement d'être autonome sans passer forcément par l'argent, hein, puisque l'homme se nourrit et vit en quelque sorte d'échange. Et Pissarro a mis en place cette pratique-là dans sa propre vie. Donc, concomitamment à cette résidence à Éragny-sur-Epte, il travaille sur un livre qui s'appelle Les Travaux des champs, qu'il n'a jamais publié, mais qui va l'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Il va faire des tableaux, effectivement, qui montrent par l'harmonie de ton, les ambiances, les scènes, le travail de la lumière, combien l'homme au contact de cette nature peut être un homme heureux. Pour les néo-impressionnistes, la vision qu'ils ont de l'âge d'or est une vision politique et projective. Donc l'âge d'or ne se situe pas dans le passé, il se situe dans l'avenir. Et il serait possible dans une société où l'homme serait libéré du travail. Non pas libéré du travail par le loisir, mais libéré du travail parce que il ne sera plus aliénant et il servira à l'homme à assurer eh bien, sa propre subsistance sans dépendre d'un patron, d'une usine ou de quelconque contrainte horaire. L'homme pourra travailler quand il veut, comme il veut, selon son âge, selon ses capacités, selon ses besoins. Et donc, dans le tableau d'Henri de Montcross, L'Air du soir, vous voyez qu'on a une profonde fusion entre l'homme et la nature, parce que ce sont les mêmes tons, ce sont les mêmes lignes, voilà, ce sont les mêmes courbes. Vous avez une harmonie plastique. Et chez Signac, on voit que la fonction ouvrière, donc l'alliance effectivement des bêches, des pioches, des vêtements d'artisans, ne sont pas incompatibles avec la culture, avec effectivement la lecture, vous voyez des hommes qui lisent, avec la danse, avec le jeu, avec le dessin. Donc voilà, vous voyez un peintre et son chevalet au bord de la mer. Donc vous avez dans une société libérée du travail, où l'homme dispose librement de son temps, c'est pas que l'homme dispose de temps libre, c'est que l'homme dispose librement de son temps, eh bien les fonctions, les classes, les âges et les sexes cohabitent de manière effectivement égalitaire. Donc ces questions-là, qui sont très pertinentes à la fin du XIXe siècle et qui rentrent en compte dans l'iconographie précise d'un courant, eh bien, vont devenir, ces questions du loisir populaire, vont devenir à l'orée du XIXe et surtout au début du XXe, un combat qui est un combat politique, et ce sera l'objet de la quatrième et dernière partie de cette conférence. Alors...